Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal pour la semaine. À la une, face à la hausse des prix des carburants, le président du Conseil supérieur des salaires, Maître Price Cyprien, appelle à une rencontre urgente avec les autorités afin d'envisager une revalorisation salariale. Selon lui, il est nécessaire d'ajuster les salaires afin de répondre à la détresse sociale du pays. Le directeur général de la police nationale, André Jonas Vladimir Parizon, affirme que la PNH a repris le contrôle d'une part importante de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Il a affirmé que la neutralisation des chefs de gang et la réouverture des grands axes routiers ne sont qu'une question de temps. Également à la une, le gouvernement a commémoré ce mardi le 223e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, ainsi que le 43e anniversaire du Nupana. À l'occasion de cette double célébration, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a évoqué l'importance capitale de cette figure historique dans la lutte pour l'indépendance d'Haïti, ainsi que la nécessité de s'inspirer de ces modèles pour redresser la nation. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Les réactions se multiplient après la fixation des nouveaux prix des produits pétroliers à la pompe. Plusieurs voix réclament une subvention du carburant par l'État haïtien, malgré la situation qui se développe dans le détroit d'Ormuz, impactant le marché pétrolier international. Alors que des mouvements de protestation ont eu lieu lundi à Delma, le risque d'un arrêt de travail dans le secteur du transport en commun persiste dans la zone métropolitaine. Pour comprendre les décisions relatives à ces nouveaux tarifs, nous recevons Vladimir Monval, membre du Conseil consultatif de suivi du marché pétrolier. Monsieur Vladimir Monval, bonsoir, bienvenue sur Plateau Métro News. Bonsoir Rose Berline, c'est un plaisir d'être avec vous et les téléspectateurs pour partager ce moment d'information. Évidemment. Alors nous allons parler de la hausse des prix des produits pétroliers. Le 29 mars dernier, il y a eu l'installation d'un conseil, qui est le Conseil consultatif de suivi du marché pétrolier, qui est une structure tripartite composée des représentants de l'État, des représentants du secteur syndical et aussi des représentants du secteur pétrolier. Monsieur Monval, vous êtes le représentant, ou du moins vous êtes l'un des représentants de l'État dans ce Conseil consultatif. Vous avez pris la décision justement d'augmenter les prix des produits pétroliers. Et comme argument que vous avez donné, c'est vraiment à cause de la guerre au Moyen-Orient, notamment à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz, c'est ce que vous avancez justement. Par contre, plusieurs observateurs estiment qu'il y avait d'autres moyens de faire face à cela. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je pense que, comme vous venez de le dire, donc c'est un fait que suite à ce qui s'est passé dans le Moyen-Orient, où il y a eu des escalades et des bombardements en Iran, donc on a eu droit, le monde entier, à la fermeture du détroit de Hormuz, par lequel transite 20% du pétrole mondial. Donc, c'est connu de tout le monde que cette situation affecte tous les pays importateurs, tant bien que les pays producteurs. Parce que si vous regardez les États-Unis, il y a eu une hausse d'environ déjà de 50% sur la gasoline, de 85% sur le gazoil et de plus de 100% sur le kérosène. Donc, c'est un fait partout, les prix du carburant vont à la hausse. Maintenant, quand c'est le cas, un pays importateur comme Haïti, donc, c'est encore plus compliqué. Parce que nous n'avons pas de raffinerie. Quand vous voyez que les prix s'envolent de $70 au 26 février, le baril, à 110 à date, donc le baril raffiné se vend à $180 à peu près. Donc ce qui fait le choc est encore plus important pour le gouvernement haïtien et la société haïtienne en général. Donc, que doit faire l'État quand nous arrivons dans une situation où il y a risque que les importateurs ne puissent approvisionner le marché, où il y a risque
qu'il y ait pénurie à la pompe ou il y a risque qu'on revienne à cette histoire de gallon jaune et d'hôpital qui n'arrive pas à fonctionner. Donc, dans ce cas-là, un État responsable se doit de prendre une décision. Donc, si je comprends bien, la décision d'augmenter les prix des produits pétroliers est une décision en faveur de la population haïtienne. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? C'est dur à le dire, parce qu'en fait, revoir le prix des produits pétroliers, ce n'est pas une décision confortable, c'est une responsabilité. Donc c'était une nécessité, une obligation? Certainement, parce que ce qu'il y a, c'est que déjà, dans la situation qu'on avait commencé à enregistrer fin mars pour aller vers avril, l'État avançait vers une incapacité de financer les services publics à hauteur de 3 milliards de gouttes de pertes. Et on devrait aller vers un financement de 2 milliards de gouttes vers les compagnies pétrolières pour pouvoir importer. En ce sens, pour que les compagnies puissent importer, l'État doit trouver ce fonds. Mais maintenant, si il y a déjà des pertes de recettes, il y a des manques à gagner, donc l'État doit trouver cet argent quelque part. Quand l'État n'arrive pas à trouver rapidement, donc ça va déboucher sur les pénuries. Alors, puisque vous parlez aujourd'hui de décisions en faveur de la population haïtienne, là nous parlons de la hausse des prix des produits pétroliers. Puisqu'il y a eu une hausse, est-ce que vous avez pris en compte également d'autres aspects, d'autres conséquences que cette hausse va avoir sur la population haïtienne? D'ailleurs, la population le ressent déjà. Il y a eu hier lundi des manifestations de la part des chauffeurs de transport en commun, notamment sur la route de Delma. Maintenant, est-ce que vous, au niveau du Conseil, ce Conseil qui est chargé de travailler sur la question, est-ce que vous allez faire d'autres recommandations, d'autres propositions, voter d'autres choses, notamment pour une augmentation, soit du salaire minimum, ou bien pour améliorer la vie de la population qui, déjà, à cause de la violence des gangs, souffre énormément? Bon, déjà, comme vous dites, nous sommes bien évidemment conscients que, partout, comme en Haïti, une hausse des produits pétroliers entraîne une baisse du pouvoir d'achat de la population. Mais, tu vois, le conseil consultatif qui a été créé, où l'État est en minorité dedans. Non, vous êtes trois membres. On est 3 sur 9. 3 membres pour l'État, 3 membres pour le secteur pétrolier, 3 membres pour le secteur syndical. Merci, ça fait 3 sur 9. Donc, l'État est en minorité. Donc, c'est... Non, mais vous êtes à part égale, mais là, vous me dites... Bon. Bien, merci. C'est un mécanisme qui a été développé, pas pour augmenter les prix. C'est un mécanisme de surveillance et de transparence pour veiller à l'application des modalités du décret qui a été institué. Maintenant, que dit le décret? Le décret dit que quand les prix varient entre 3%, que ce soit à la hausse ou à la baisse, on n'ajuste pas, entre 3% et 10%, dans un sens ou dans l'autre, on va ajuster automatiquement. Maintenant, au-delà de 10%, dans un sens ou dans l'autre, on fait appel au Conseil pour statuer sur le prix. Mais le Conseil a la responsabilité aussi de veiller à ce que quand il y a baisse, l'aile baissée, l'État baissé le tout. Mais ce n'est pas la culture haïtienne en passant. Bon, en 2025, d'ailleurs, tu as une baisse, même si pour te des réajustements. Mais nous connaissons que culturellement, nous pas jamais, ça ne jamais arriver pour nous aller vers une tendance pour nous baisser gaz. Donc c'est toujours augmenter, et le prix a toujours été même. Merci. C'est qu'on a tendance à perdre les bonnes pratiques. Parce que si vous retournez un peu en arrière, avec le décret 95, les prix à la pompe s'ajustaient automatiquement pour toute variation de plus 5 ou moins 5. Maintenant, de 95 à 2008, ça s'appliquait jusqu'à ce qu'il y a eu, tu vois, une forte augmentation sur le marché et des choix politiques ont été faits pour geler les prix à la pompe. Donc, en gelant les prix à la pompe, les ajustements de 5% qui n'ont pas été faits ont cumulé vers 40, vers 38.
Et maintenant, on est revenu à cette pratique que l'État doit apparaître devant la télé pour annoncer une hausse colossale des prix. Donc, ce mécanisme va permettre de revenir, tu vois, vers un lissage des prix. Donc, c'est fini un peu avec les augmentations, tu vois, de 20%, de 40%. Donc, on veut rester dans la tranche d'augmentation inférieure à 10%. Donc, si je comprends bien, il s'agit d'un conseil permanent. C'est un conseil permanent. Les membres ne sont pas permanents, mais le conseil est permanent pour veiller à ce que l'État applique le décret comme il se doit. Alors, puisque le conseil a justement pris la décision, s'est concerté pour augmenter les prix des produits pétroliers, par exemple, au CAI, la mairie des CAI a décidé de fixer le prix du gallon de gasoline à 800 gourdes. Est-ce qu'au niveau du conseil, vous avez un œil partout sur les prix dans les différentes communes, dans les différentes villes du pays? Ou c'est seulement pour Port-au-Prince? Bon, le conseil consultatif, en fait, tu vois, statue sur les prix à proposer, tu vois, pour des ajustements. Mais maintenant, il ne revient pas au conseil de veiller exactement au prix qui s'applique dans. Mais vous avez parlé de veiller régions. Dans votre mission, vous veillez non, mais aussi. L'État aussi. L'État n'a pas. Bon, vous êtes le représentant de l'État dans ce conseil. Dans le conseil, on est tous des membres. Tu vois, on a des propositions à faire. On veille à ce que les positions soient transparentes et reflètent les mécanismes du marché. Maintenant, donc là, c'est l'État qui doit réguler justement cette affaire pour que telle ville va un prix et puis on l'autre prix. C'est ce que vous nous dites, M. Monval. Bon, j'évite à me prononcer là-dessus sur ce que je maîtrise pas dans la totalité pour le moment. Ok, d'accord. Alors, nous allons mettre fin à cette entrevue, mais avant de partir, nous allons justement parler de la régulation des prix pour le transport en commun. Donc là, votre travail a pris fin, selon ce que vous nous dites. Vous avez proposé les prix et vous êtes là pour veiller au respect de ces prix. Mais qu'en sera-t-il de la régulation des prix pour l'application, par exemple, pour un course machine jeudi, pour chauffer par code avec passagers? Est-ce que vous aussi, vous êtes impliqué dans cette partie? Non. En fait, les mandats du Conseil ne vont pas jusque-là. Mais le Conseil a pour mission de veiller à la bonne application du mécanisme prévu dans le décret, à savoir un lissage des prix de manière automatique. Et au-delà de certains niveaux, qui est fixé à 10%, donc le Conseil se réunit. Mais comme je le dis, la décision d'augmenter les prix du carburant, ce ne sera jamais un choix confortable. Mais en tant qu'État, il faut qu'ensemble, comme citoyens, nous fassions le choix responsable. Mais aussi le choix responsable d'offrir à la population une meilleure vie, justement. C'est donc sur ces mots que nous refermons cette entrevue, M. Monval. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Barthélemy. Merci beaucoup. Voilà donc les propos de Vladimir Monval, membre du Conseil consultatif de suivi du marché pétrolier. Il était l'invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Le président du Conseil supérieur des salaires, Maître Price Cyprien, réclame une rencontre d'urgence avec le ministre des Affaires sociales et le Premier ministre. Face à la hausse des prix du carburant, il souligne la nécessité d'ajuster les salaires afin de répondre à la détresse sociale du pays. Écoutons Maître Price Cyprien du Conseil supérieur des salaires. Entre-temps, question gaz vient tomber tant qu'on cheveux dans la soupe et que nous faisons une réunion d'urgence hier au niveau du Conseil supérieur des salaires pour nous capables d'alerter le gouvernement sur la nécessité avant d'avancer dans toute décision pour nous chita, que ce soit avec le ministre des Affaires sociales là, qui est intéressé au premier chef et au premier ministre Lanto, pour nous en matière de politique salariale, qui est capable de faire. Parce que pas oublier que le gaz là, secteur pétrolier, c'est un secteur transversal lié. Donc depuis le gaz là monté, donc il réagit sur tout l'autre élément sur le marché.
Donc c'est normal que, bon, nous voyons que il y a une pile mobilisation contre l'augmentation du gaz là. Nous ouais, ça s'est passé déjà. Le président Jovenel a ajouté quelques centimes sous gaz à payer à été embrassé. Donc, ce qui fait qu'au niveau de l'État, il y a un bagage qui peut faire avant, à proprement parler, ajustement du gaz là, parce que pas oublier que CSS là, c'est une institution tripartite liée. Il y a l'État haïtien qui représente la donne, il y a le secteur patronal là qui représente la donne et le secteur syndical là. Même parce que si il a créé CSS là en 2013, c'est parce qu'il y a une nécessité pour, à certains moments de la durée, pour une harmonisation entre ça l'État dien, ça secteur patronal là dien et ça secteur syndical là dien. Parce que c'est très important, semaine ça pressé, pour ministre Affaires sociales là t'as rencontré ensemble avec nous, puisque c'est le ministre tutelle Conseil supérieur salaire là et Premier ministre pour nous à l'intérieur d'une politique salariale qui ça nous capable de faire au niveau de l'ajustement. Parce que pas oublier que non ajustement gaz là ou pas de répercussion sur dépenses que le secteur patronal a le faire pour maintenir l'usine structure en vie parce que pas oublier qu'avec situation sécuritaire qui a évolué dans le pays à journée aujourd'hui en pile entreprise fermée donc on mesure comme ça c'est on mesure qui vous prend tête frette pour le gouvernement bien réfléchi sous gens il peut avancer avec augmentation du gaz et parallèlement question augmentation salariale là parce que une lié avec l'autre est important pour des mesures pressées capable des mesures d'accompagnement mais ça est important pour nos chita avec le gouvernement aujourd'hui pour être qui gens capable d'avancer avec question pour éviter que le pays a embrasé pour éviter que hier très tôt regardez caoutchouc a boulé tout bagage ça bon ces gens ça peuple a fait tant délit donc faut gouvernement et chita avec secteur pour qui gens nous avancer dans ce sens-là. La dernière proposition proposition cyprien que nous fait autorité c'était quoi la proposition vers qui ça nous propose pour yo? Bon, il faut dire que si nous prenons 8e rapport là que nous débattons depuis l'année dernière, en avril de l'année dernière, nous avons fait des propositions, mais pas de question d'augmentation du gaz, pas de guerre qui gagne dans Middle East là, Kounia là. Ça veut dire qu'il y a d'autres mesures à prendre, d'autres réflexions à faire. C'est pour ça que nous-mêmes, au niveau Conseil supérieur des salaires, nous étions chita pour nous produire un 9e rapport. Parce que, pas oublier que conjoncture indique qui mesure pour ça. Donc, si conjoncture calme, on peut agir calmement, faire ça, le faire. Mais là, ton pays n'a dirigé. Et là, on vient en situation internationale qui obligeait tout l'autre pays, y compris Haïti, tout, pour augmenter le prix de gaz là. Mais il n'est pas qu'à faire comme ça, sans pas tenir compte de réalité politique, sociologique et réalité du moment aussi sécuritaire du pays. Je pense que l'important, c'est pour nous réunir, parce que pas oublier que l'État s'est dirigé, n'a dirigé lui, et en toute matière, il y a des politiques publiques à appliquer. Donc, je pense que le gouvernement doit entrer dans la logique pour lui réajuster ce salaire-là en tenant compte des intérêts des syndicats, des ouvriers, des patrons, etc. Donc, son travail d'ensemble qui vous faites en synergie et entre trois secteurs, le secteur tripartite là, entre l'État, le patronat et les ouvriers. On a pensé rapidement si rencontre ça va faite parce que la population a souffert ça fait longtemps. Et qui est-ce qui pourrait aider dans la souffrance, pour alléger la souffrance? C'est l'État. Donc, dernière mesure, c'est nommer l'État lié, donc c'est l'État qui peut prendre. Donc, pour cela, je pense que le dialogue là est très, très important. Autre point de l'actualité, le directeur général de la police nationale, Vladimir Parizon, assure que la PNH a repris le contrôle d'une part importante de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Invité ce mardi à la rubrique Le Point, il a affirmé que la neutralisation des chefs de gang et la réouverture des grands axes routiers ne sont qu'une question de temps. La PNH se renforce de jour en jour afin d'agir en coordination avec les FADH, a-t-il ajouté. Le directeur général de la PNH, Vladimir Parizon, écoutez un extrait de son intervention. Cette première interrogation, gouvernement, pour me pas dire c'est un paramètre, si ce n'est pas premier, actuellement, dans la feuille de route que nous gagnons, pour nous commencer à un regain de sécurité. Ouvrons route son bagage facile pour l'équipe. Attaquer, contre les négociations, ouvrir route là.
Mais quand il y a l'homme fait nos route là, dans souci pour me bailler sécurité, il faut me consolider route là. Et c'est sous ça que nous travaillons là. Oui, nous avons un plan pour nous ouvrir route. Oui, tout bagaille nous fin préparé. Qu'on y a planifié et cherché moyen de consolidation pour leur on a besoin, j'en dis, besoin aller dans le sud, aller dans Grandance, aller dans Nip, aller dans le sud-est, aller dans la région des Palmes, le passer dans toute quiétude. Parce que l'on retourner, on ne peut pas penser ni à réfléchir qui soit pour le joindre sur tout, est-ce qu'on a privé la carrière ou pas. Dans ce sens, est-ce que vous comptez en pile sur l'armée d'Haïti, puisqu'on parlait de consolidation, vous comptez sur l'armée dans ce sens? L'armée n'est pas jamais avec nous. L'armée est toujours là. Eh bien, ça, quel est le problème hier? Pour que ça fait que pour qu'on gagne, nous avons atteint l'objectif ça? Mais l'armée, pas oublier, elle était mobilisée. C'est qu'on y a fait réorganiser. Donc, il faut tenir compte de quantité. Nous-mêmes qui faisons première ligne, là, nous faisons frapper, équipe de consolidation, le lever, il faut qu'il y ait une capacité à vous le faire. Et c'est ça l'armée a fait là tout. Il fait recrutement même avec nous, il y a des promotions qui ont formation, il y a des nègres qui ont entraîné pour faire ajustement dans le rang pour permettre de gagner les prérequis pour qu'un spatiaux comme ça doit. Le docteur Jean Ardouin Louis-Charles dénonce les cas d'insécurité persistants dans la capitale ainsi que dans les villes de province. Il s'agit selon lui d'une violation flagrante des droits fondamentaux de la personne humaine. Il en a profité pour exiger des autorités étatiques la prise de mesures concrètes visant à rétablir la sécurité dans le pays. La population est victime de l'insécurité sous toutes ses formes, a-t-il regretté. Par ailleurs, il a également déploré la manière dont le gouvernement a procédé à l'augmentation du prix de l'essence. Les explications du docteur Jean Ardouin Louis-Charles. Le problème de sécurité est plus raide, parce qu'il y a des gens qui ont mouru, par exemple, dans Jean-Denis, qui est le petit rivière de la Tibonite, près de 100 personnes morts. Et les 100 personnes morts, il faut nous prendre tout entourage là. Tout entourage là, il arrive près de 1000 personnes qui ont subi les conséquences des gens qui mourent. Et nous parlons des problèmes encore, ces problèmes qui gagnent, parce que Gaza qui fait compter. Gaza fait compter et pas gagner compensation que l'État fait pour la population. Il était déjà aux abois, il était déjà à faire déjà pas de bon. Donc c'est absent sous clou. Et donc Gaza pour faire toute bagaille augmenter. Tout d'abord c'est le transport et ensuite toute l'autre bagaille pour subir augmentation. Ça veut dire peuple ça par contre qui vient la faire pour le vivre avec Gaza qui monte avec cherté coût de la vie qui va augmenter tout. Et le pouvoir d'achat peuple est déjà bas. Et l'autre bagage n'a pas encore, j'aime parler ça, je ne vais pas parler même de la corruption, qui est la cause fondamentale, cause essentielle et cause principale de l'insécurité gagnante. Insécurité, pas seulement insécurité criminelle, les autres insécurités, pas une insécurité alimentaire déjà, qui viennent aggraver, insécurité dans l'éducation, insécurité dans le logement, insécurité sanitaire. On ban l'hôpital crasé, donc on dit et toute insécurité qui est là déjà, plus insécurité criminelle là, et son besoin, population a besoin, son besoin fondamental pour la population pour le cas déplacer. Pour le cas déplacer, parce que Kounia n'a pas qu'à déplacer, et son violation des droits de l'homme. Là, au monde, pas qu'à déplacer, personnel, on pas qu'à déplacer avec bien, bien, on pas qu'à déplacer tout. Donc, c'est un gros problème, et ça fait nous demander conférence et par rapport à tout l'autre problème qui gagne, nous énumérer quelques problèmes que la population a confrontés. Comme annoncé en titre, le gouvernement a commémoré ce mardi le 223e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, ainsi que le 43e anniversaire du Mupana. Cette double célébration s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, de représentants de la PNH et des FADH, ainsi que du directeur général du musée du Panthéon national. Dans son discours de circonstance, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a évoqué l'importance capitale de cette figure historique dans la lutte pour l'indépendance d'Haïti, ainsi que la nécessité de s'inspirer de ces modèles pour redresser la nation. Des propos partagés par le ministre de la Culture Emmanuel Ménard, qui a réitéré la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions de vie de la population à travers l'éradication de la violence. Suivez ce compte-rendu signé Réti Fortuné et Robertson Jeune.
Il s'agissait pour le gouvernement de rendre hommage à Toussaint Louverture, figure centrale de l'indépendance d'Haïti, et de célébrer le 43e anniversaire du musée du Panthéon national. Cette double célébration, qui intervient dans un contexte contrasté, marqué par l'instabilité politique et des difficultés économiques chroniques, a été l'occasion pour le Premier ministre de mettre en avant le parcours inspirant d'Haïti et le caractère singulier de son histoire. En dépit des obstacles systématiques entravant son développement, le pays n'est pas un accident de l'histoire, a rappelé Alix Didier Fils-Aimé, soulignant la nécessité de s'appuyer sur ce passé pour améliorer la situation actuelle du pays. C'est là le génie de Toussaint Louverture, avoir compris que la liberté n'est pas un don, mais une force vivante, enracinée dans la souffrance, le travail et l'intelligence d'un peuple qu'on croyait condamné au silence. Aujourd'hui, nous sommes ces racines. Marqué par la présence de plusieurs membres du gouvernement, ce moment solennel a notamment été ponctué par un dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument dédié à Toussaint Louverture au Champ de Mars, ainsi que par le ravivage de la flamme éternelle, témoignage vivant de la pérennité de notre histoire. En prolongement du discours du Premier ministre, Emmanuel Ménard, actuel ministre de la Communication et de la Culture, a souligné le rôle significatif de Toussaint Louverture dans l'histoire. Il a également évoqué la réalité d'une population confrontée à l'insécurité et l'impérieuse obligation pour le gouvernement d'agir afin d'apporter des solutions concrètes. Nous vivons des moments douloureux et délicats, avec des frères et sœurs devenus des réfugiés dans leur propre pays. 2 millions de compatriotes en détresse alimentaire, plus de 6 millions en situation de sous-humanité et toute une population prise en otage par des groupes armés. Mais le gouvernement de la République est constamment à leur chevet avec les faibles moyens dont dispose l'État, tout en maintenant le fonctionnement régulier de la République. La deuxième partie de la cérémonie a été exclusivement consacrée au 43e anniversaire du MUPANA. Cette institution est considérée par le Premier ministre comme un carrefour de la conscience nationale et un socle de mémoire où se perpétue le destin commun des Haïtiens. En entrant dans la mausolée, je me suis recueilli devant le lieu où reposent ensemble nos fondateurs. Et dans ce silence, il ne s'agit pas seulement d'honorer, il s'agit aussi de renouveler un serment. Car Toussaint fut le percusseur, certes, mais il ne fut pas l'aboutissement. Le directeur général du MUPANA n'était pas en reste. À la tête de l'institution depuis plusieurs années, Jean-Claude Legagneur en a profité pour rappeler l'utilité de cette entité, vouée à la conservation du patrimoine historique et culturel du pays. La mission du MUPANA n'est pas seulement un devoir institutionnel, mais un acte de résistance culturelle et de fidélité à notre histoire. Depuis sa création, le MUPANA s'est imposé comme un gardien de la mémoire collective haïtienne, un lieu de transmission, d'éducation et de fierté nationale. Au-delà de la commémoration, cette cérémonie a servi de cadre au Premier ministre pour se prononcer sur des points essentiels de la feuille de route gouvernementale. Le pouvoir actuel s'attelle à combattre l'insécurité afin de garantir un climat favorable à l'organisation des élections, bien qu'aucune certitude ne se dessine encore à l'horizon. Ce mardi marque la Journée mondiale de la santé, célébrée autour du thème « Ensemble pour la santé et s'appuyer sur la science ». À cette occasion, le ministre de la Santé publique et de la Population a lancé la 2e édition de la Semaine nationale de la santé. Entre le déploiement de brigades sanitaires dans les régions reculées et des campagnes de sensibilisation, le MSPP entend promouvoir des comportements sains et renforcer l'implication communautaire face aux défis actuels. Par cette nouvelle campagne, les autorités sanitaires réitèrent leur engagement à apporter des réponses concrètes dans un contexte où l'accès aux soins de santé demeure fortement limité.
Suivez ce reportage de Garbijan et de Robertson Jeune. Haïti célèbre une nouvelle journée mondiale de la santé dans un contexte où son système sanitaire est profondément sinistré. Ces dernières années, de nombreux centres hospitaliers ont été pillés ou incendiés par les gangs. Pourtant, la réponse des autorités se fait toujours attendre. C'est dans ce climat d'incertitude que le docteur Emmanuel Ménard, ministre de la Culture et de la Communication, a lancé la deuxième session de la Semaine de la Santé au nom du ministre Bertrand Sinal. Cette semaine est conçue comme une prolongation de la journée mondiale, mais à l'échelle locale, au cœur de nos communautés. Elle sera l'occasion de déployer des brigades pour des activités de sensibilisation dans chaque département, de rapprocher les services de santé des populations et de donner aux acteurs de terrain la possibilité d'agir au plus près des citoyens. Ce sera un moment pour multiplier les campagnes de prévention, encourager les dépistages, promouvoir les comportements sains et renforcer la confiance envers de nos institutions de santé. Cette célébration est l'occasion pour les autorités de tenter de sensibiliser les citoyens en mobilisant les acteurs du secteur à travers les brigades. De son côté, la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Pédrica Saint-Jean, ne mâche pas ses mots. Il n'existe pas de politique de santé sans justice de genre, a-t-elle déclaré. Elle souligne que les femmes sont les plus exposées aux défis sanitaires, principalement en raison de leur précarité socio-économique. Dans notre pays, comme dans de nombreux autres, les femmes sont à la fois les premières actrices de la santé familiale, les principales bénéficiaires des services de santé, mais aussi plus exposées aux vulnérabilités sanitaires. Elles sont confrontées à des risques accrus en matière de santé maternelle, à des difficultés d'accès aux soins, notamment en zone rurale et en zone désertée, en raison des activités criminelles, à des contraintes économiques limitant leur autonomie sanitaire et, trop souvent encore, à des violences basées sur le genre qui ont des conséquences directes sur leur santé physique et mentale. Le docteur Oscar Bereneche, représentant de l'OPS-OMS en Haïti, s'inquiète également des inégalités persistantes et du manque d'accès aux soins. Selon lui, le thème « Ensemble pour la santé et s'appuyer sur la science » résonne parfaitement avec les défis locaux. Plaidant pour que la science devienne un levier de résilience, il appelle à l'implémentation d'outils et de programmes concrets afin de garantir l'accès aux soins, notamment dans les régions les plus reculées du pays. En Haïti, nous avons déjà vu ce que la science peut accomplir. Des données mieux utilisées pour orienter les décisions, des professionnels formés pour améliorer la qualité des soins, des programmes intégrés pour détecter plus tôt les maladies, ou des communautés mieux informées et engagées. En proie à une crise multidimensionnelle, le système sanitaire haïtien ne parvient plus à répondre à la demande malgré l'aide internationale. Les rares institutions encore fonctionnelles, à l'instar de l'hôpital de la Paix, sont totalement débordées, un signe flagrant de l'incapacité des autorités à garantir le droit fondamental à la santé. C'est la fin de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Face à la hausse des prix du carburant, le président du Conseil supérieur des salaires, Maître Price Cyprien, appelle à une rencontre urgente avec les autorités afin d'envisager une revalorisation salariale. Selon lui, il est nécessaire d'ajuster les salaires afin de répondre à la détresse sociale du pays. Le directeur général de la police nationale, André Jonas Vladimir Paraison, affirme que la PNH a repris le contrôle d'une part importante de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Il a affirmé que la neutralisation des chefs de gang et la réouverture des grands axes routiers ne sont qu'une question de temps. Et puis le gouvernement a commémoré ce mardi le 223e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, ainsi que le 43e anniversaire du MUPANA. À l'occasion de cette double célébration, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a évoqué l'importance capitale de cette figure historique dans la lutte pour l'indépendance d'Haïti, ainsi que la nécessité de s'inspirer de ces modèles pour redresser la nation.
Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité. Merci surtout pour la confiance que vous nous accordez. On se retrouve demain soir. Prenez soin de vous. Bonsoir.